quels sont les besoins réels du monde associatif aujourd'hui pour pouvoir continuer à s'investir et justement à apporter de l'humain. Oui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre du cycle Human Diversity où nous pouvons nous émerveiller par rapport à toute la pluralité, la diversité de l'être humain. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir une nouvelle invitée. Bonjour à vous. Bonjour. Et qui êtes-vous? Je suis Marie Piquet, vice-présidente à la région Occitanie, en charge de solidarité. Les solidarités, cela fait partie de toute société humaine fonctionnelle. Et je crois que dans la période, plus que jamais, cette solidarité doit être partagée. Quelle est peut-être, je dirais, votre plus grande inquiétude par rapport à ce que nous vivons actuellement? De voir le mal-être des gens dans une société qui devient de plus en plus hostile. Dans quel sens est-ce que vous vivez cette notion-là? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de détresse humaine et qu'il y a beaucoup également de manque de repères. Oui. Dans votre expérience quotidienne, vous constatez cette augmentation de la détresse? Il y a un repli sur soi, d'ailleurs, qui amène que les gens aujourd'hui ont du mal à pouvoir se projeter sur une action, y compris de solidarité. Oui. Non pas qu'ils ne sont pas au fond solidaires, mais tout simplement quand au quotidien, ils sont obligés de se poser la question comment je vais pouvoir nourrir mes enfants, comment je vais pouvoir assurer une éducation convenable. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui amènent les citoyens à rentrer dans un individualisme. La détresse que vous évoquez, que vous constatez, elle s'articule autour des questions, on va dire, de précarité financière, autour des questions d'isolement de l'être humain, autour du problème de savoir se projeter dans l'avenir. Je constate dans le quotidien de l'action que j'amène au niveau de la région qu'il y a plusieurs niveaux aujourd'hui qui font que cette détresse-là, eh bien, elle commence déjà par une déstructuration aujourd'hui au niveau de l'enseignement, de l'éducation, de l'éducatif, qui sont les piliers d'une société. À travers les crises qu'on subit, la crise économique, démocratique, politique, je veux dire, il y a tout cela qui fait qu'il y a un manque réel de repères. Parlons de l'éducation justement. Comment se fait-il que l'éducation soit tellement en crise? Ce n'est pas que les dernières années que cette crise elle émerge. Hein. Elle émerge déjà depuis plusieurs décennies avec des changements des programmes consécutifs au niveau de l'éducation nationale. Sans vraiment prendre le temps d'analyser chaque projet, chaque programme éducatif, quels sont les résultats et quelles sont les conséquences ou les bénéfices pour l'éducation et la transmission des savoirs des enfants. Les enseignants aujourd'hui sont maltraités, voilà, je le dis très tranquillement, sont maltraités dans cette société et donc si eux ils sont maltraités par ricochet, avec la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas être à la hauteur justement des dangers aujourd'hui importants qui nous traversent. Comment est-ce qu'on pourrait donner envie à des jeunes d'avoir ce métier ou plutôt cette vocation d'enseignant? Ben, je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux. Si on veut construire une société démocratique où tout et chacun et sa place, il ne peut pas y avoir plusieurs sociétés. Il y a une société et il n'y a que des humains.
Il faut arrêter de mettre l'enseignement comme une entreprise privée où la seule logique, c'est comment on rentabilise l'enseignement. Il y a des facteurs dans notre société, il y a des champs d'action sur lesquels on ne peut pas mettre la finance comme seul objectif pour pouvoir permettre aux êtres humains de s'émanciper. Ce qui m'a toujours frappé en discutant avec les enseignants, c'est de voir l'espèce de terreur qu'ils ont par rapport à la hiérarchie. Ça vous a marqué sans doute aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils avaient été habitués, bien évidemment, à avoir une hiérarchie qui les respectait à un moment donné. Et aujourd'hui, cette hiérarchie-là, elle n'est simplement là que pour justement donner des directives, et des directives qui émanent justement d'une vision de la société, et pour ne pas le cacher, d'une vision vraiment capitaliste et pas du tout dans une optique de permettre l'émancipation. Et ils ont peur parce qu'ils ont aussi des contraintes. Ça fait partie aussi aujourd'hui des coups qu'ils reçoivent, je pense, et qui les met aussi en difficulté. Et donc, au-delà du cas particulier dont on discutait, est-ce que vous pensez que les changements dans le monde de l'enseignement passent par davantage de démocratie par rapport aux enseignants et moins, on va dire, de décisions arbitraires de haut lieu, pour parler ainsi? Comment est-ce qu'on pourrait faire cette espèce de révolution culturelle sans mauvais jeu de mots? J'ai l'habitude de dire, pour être membre du Conseil de l'éducation nationale dans mon département, qu'on lance des fois des jeunes avec un kit de survie pour être enseignants quand on ne les recrute pas au Bon Coin ou ailleurs. Donc c'est une vraie question, cette question-là. Et effectivement, il y a besoin que les enseignants puissent être suffisamment formés, aguerris, et qu'ils puissent aussi développer la critique. Et aujourd'hui, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'il y a de moins en moins de critiques. Prenons justement le cas d'un concours, celui de professeur des écoles, à tout hasard. Il y a un quart de siècle, c'est pas il y a si longtemps que cela, c'était un concours très demandé. Il y avait des dizaines de candidats, parfois pour un poste. Aujourd'hui, il n'y a plus de candidats. Qu'est-ce que ça vous inspire, juste sur le plan humain, quand vous êtes face à ce constat? Il y a une dévalorisation permanente de l'enseignant. Il n'y a pas une prise en compte, il n'y a pas un travail non plus avec la société, les familles. Valoriser le monde enseignant, ça passe aussi par des actions fortes. Et la première, c'est de leur permettre aussi d'avoir une rémunération digne de ce nom. D'ailleurs, comme pour les problématiques dans la santé, hein, il y a un manque de vocation parce que comme ils sont en souffrance et qu'on voit que les enseignants sont en souffrance, eh bien ça n'attire pas les jeunes aujourd'hui à s'investir dans des métiers dont ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas rémunérés et ils sont maltraités. Donc. Pourquoi il y a des écoles, des classes à la dérive? Il y a comme ça des lieux où, je dirais, les enseignants viennent avec la terreur au ventre le matin. Vous en avez connu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que cela vous inspire? La difficulté, ce n'est pas les enseignants. La difficulté, c'est le monde politique et la situation aujourd'hui de détresse que nous avons, que j'ai énumérée au départ. On cloisonne aujourd'hui les choses
on fait des ghettos également. Il y a une école pour les enfants pauvres et à côté, on va ouvrir un institut ou une école pour des enfants riches. C'est justement ces différences qui amènent qu'il y a ces tensions et bien évidemment, le monde enseignant les ressent puisqu'ils sont aussi fléchés dans ces écoles-là. Mais la responsabilité, elle revient aux élus. Et le travail, justement, aujourd'hui dans notre pays, et moi j'ai des craintes importantes avec une poussée importante des extrêmes qui peuvent nous amener à des situations, justement, des grandes détresses pour les populations également. Qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, proposer pour des familles socialement fragiles, pour l'éducation de leurs enfants? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer concrètement? Aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que nous avons des gamins qui dorment dans la rue. On s'aperçoit que en Occitanie, nous avons 160 000 demandes de logement en attente. Quand un être humain n'a pas de logement, n'a pas de travail, et vit simplement des aides qu'on lui donne, on lui enlève toute son identité et le fait d'assumer tout simplement la vie au quotidien. Donc on pourra mettre des emplâtres sur des jambes de bois, ça ne résoudra pas le problème justement de la mixité. Et quand on parle mixité ou inclusion, ce n'est pas un mot comme ça en l'air et ça ne touche pas que les personnes en situation de handicap, ça touche une quantité énorme des gens dans la société qui sont aujourd'hui en grande souffrance. Il est tellement facile de parler d'inclusion, hein, le mot est joli, on en fait presque une liturgie parfois. Hein, et j'ai été il n'y a pas si longtemps dans un lieu très important pour l'éducation nationale, je n'entrerai pas dans le détail, et l'usage presque liturgique du terme inclusion m'a presque mis mal à l'aise. Hein. C'est-à-dire, comment sortir de cette répétition magique d'un mot et comment peut-être imaginer des solutions qui ne reposent pas juste sur la répétition d'un vocabulaire. Tout être humain, quel qu'il soit son parcours de vie, doit être reconnu et connu pour ce qu'il est et pour ce qu'il amène. Donc moi, ma façon de penser, on discute tous les deux. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, ou vous savez ou pas, hein, je peux avoir un handicap qui ne se connaît pas et qui ne se voit pas. Donc à quel titre quelqu'un d'autre va avoir à me positionner dans une case parce que j'ai une différence? Et c'est ces différences-là qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Connaître cette pluralité pourrait faire partie de la formation des enseignants. C'est ce que les enseignants eux-mêmes demandent. Hein. À chaque fois qu'on aborde ces sujets avec des enseignants, la première demande, c'est comment être formé, comment connaître ces choses. L'enseignant, je l'ai dit dès le départ, doit être formé pour tout enfant qui arrivera dans sa classe. Sauf que petit à petit, il y a cette dérive de plus en plus de fermer des écoles, soi-disant parce qu'il manque un élève ou deux pour faire le fameux quota du monde enseignant. Et on rajoute des classes surchargées où l'enseignant ne peut pas répondre à tous les élèves. Il y a des élèves qui sont plus lents, il y en a d'autres qui sont plus vifs, il y a d'autres, mais tous les élèves devraient être amenés à pouvoir aller vers le sommet. Nous avons donc un travail aussi en tant qu'élus à s'opposer systématiquement à ce que ça devienne tout simplement des classes où 2 ou 3 élèves vont sortir du lot et on va les accompagner et les autres, on fera des élèves en échec. Avec handicap ou pas handicap, j'ai dit des élèves. Mais oui aussi à travailler
politiquement la question justement d'un seuil d'élèves qui permettent un apprentissage digne de ce nom. Donc plafonner le nombre d'élèves par classe. Mais bien sûr. Oui. Aujourd'hui, c'est indécent dans des classes élémentaires d'avoir 30 élèves ou 32 élèves dans une classe. Ce n'est plus de la transmission de savoir que l'enseignant peut faire, c'est simplement du gardiennage. Donc c'est tout cela qui doit nous animer pour pouvoir, en tant qu'élus politiques, porter justement les revendications qui leur semblent justes. Qu'est-ce que vous pensez justement du fameux programme de l'éducation nationale, hein, qu'on a révisé à nombre de reprises, vous nous l'avez très bien dit, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Chaque ministre qui passe fait son petit programme. On n'a pas eu le temps de mettre en place et d'évaluer ce que vous disiez tout à l'heure, le précédent, que les enseignants reçoivent quelques heures avant de rentrer en classe, un nouveau programme, et comment on l'applique, et sans avoir eu la préparation nécessaire pour pouvoir le restituer. Puisqu'on veut rentabiliser, y compris l'éducation nationale, eh bien, on met à mal tout ce travail qui devrait être un travail préparatoire pour former un individu qui va être le citoyen de construction de la société de demain. Parlons de ce devenir citoyen, parce que l'éducation, ce n'est pas que pour les petits-enfants, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la formation, on va dire, des grands, hein, à l'âge adulte ou pré-adulte? L'orientation, ça c'est un premier pilier aujourd'hui qui est complètement absent. Deuxièmement, arrêter de taper sur les lycées professionnels, hein, puisque aujourd'hui en France, on est en train de... Comme il y a une carence du monde enseignant, qui manque des enseignants, parce que la vocation n'y est plus. On ferme des lycées professionnels pour essayer de récupérer des moyens pour pouvoir les injecter en lycée général. Donc, il y a un malaise. Il y a un malaise. En France, on ne se l'avoue pas, mais tout le monde le dit, lycée général c'est bien, lycée professionnel... Oui, mais je crois qu'il faut chercher les causes. On a laissé partir toutes nos industries en dehors de France. Donc, à partir du moment où les industries sont parties, où on a cassé les outils de travail et on a cassé, bien évidemment, tout ce qui fait la profession des gens et la valorisation des professions également, eh bien, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui du retour de manivelle, y compris du monde de l'entreprise, qui cherche à avoir des ouvriers spécialisés et dont on a moins la ressource, parce qu'on a cassé l'outil qui était l'outil justement de formation et une formation performante et digne de ce nom, en valorisant également la formation, parce que la famille se posait des questions en se disant « mais oh là là, s'il va en formation en lycée pro, eh bien il va être moins payé après, il va avoir un métier qui est dévalorisant ». Et c'est toutes ces questions, mais c'est des questions sociétales. Parlons aussi, puisque notre thème était celui des solidarités, hein, parlons du monde du handicap. Dans le monde du handicap, on a un peu le même problème que dans l'éducation, on n'arrive plus à recruter des gens. C'est devenu quasiment impossible ou une galère sans nom que de recruter des professionnels dans le monde du handicap. Quel est, je dirais, votre regard humain sur ce sujet? On a mis une instance de concertation handicap à la région Occitanie pour travailler justement conjointement cette question de comment on peut améliorer ou travailler à ce que les associations puissent avoir davantage d'engagement. C'est ce que j'ai dit au départ. Nous traversons actuellement une période anxiogène et dangereuse d'ailleurs. Hein. On voit les associations qui se font selon qui
qui est à la tête dans une commune ou dans un département qui se font bannir de leur action ou à qui on enlève les dotations parce qu'elles sont des associations qui portent l'éducation populaire. Et dans ce pays, il faut remettre, je crois, en première ligne aujourd'hui le travail de l'éducation populaire. D'ailleurs, on est en train de travailler en région Occitanie sur une forme du bénévolat pour essayer d'accompagner au mieux le monde associatif qui, effectivement, aujourd'hui est en grande difficulté. Il faudrait poser aujourd'hui un grand débat à la nation. Quelles sont les bases qu'on veut redonner aujourd'hui pour que le monde associatif puisse développer la construction démocratique dans notre pays. Parce qu'en Occitanie, 140 000 associations, 177 000 emplois, je veux dire que partout, ils aménagent les territoires. Grand débat national ou grand débat régional? Est-ce que peut-être il n'y aurait pas une autre échelle géographique à envisager? Toutes les associations, quelle que soit leur résidence, sont dans la même situation qu'en Occitanie. Mais quels sont les besoins réels du monde associatif aujourd'hui pour pouvoir continuer à s'investir et justement à apporter de l'humain? Oui. Dans l'humain, justement, il y a en fait deux types d'associations, pour dire les choses de façon schématique. Comment faire pour créer des liens, pour qu'il n'y ait pas d'un côté le monde, on va dire, des gens, entre guillemets, bien comme il faut, et puis le monde des gens qu'on n'aime pas trop voir en ville? Il faut ouvrir les portes, tout simplement. Toutes les associations, je pense à la Banque alimentaire, je pense au Secours populaire, au Secours catholique, c'est des associations au quotidien qui sont investies et dont le bénévolat est nécessaire pour pouvoir justement faire face à tout ce qui se passe, qui traverse notre société. Après, il y a bien évidemment toutes les associations culturelles aussi qui ont un rôle primordial, car vous savez, j'avais mon grand-père qui était républicain espagnol, et moi je suis fille et petite-fille des républicains espagnols, me disait toujours, quand on met à mal l'éducation, quand on met à mal la culture, eh bien on met à mal le citoyen dans son intégrité. Ici même à Human Diversity, plus d'une fois, nous avons pu échanger sur des histoires très tristes, sur le plan, on va dire, du fonctionnement humain, au sens de l'ouverture, de la possibilité d'aller et venir. Et je pense que si on ne fait pas sauter certains blocages administrativo-techniques ou de prérogatives, je pense qu'on n'y arrivera pas. On peut avoir des fois des ambitions de faire, mais si derrière on est seul, on n'y arrivera pas. Donc l'important justement c'est de libérer la parole, ce que vous faites, de libérer cette parole aujourd'hui et de permettre à beaucoup de citoyens de s'en emparer et d'être une force qui bouscule aujourd'hui les situations et qui permettent justement de verrouiller ces verrous. Vous nous avez parlé de ce climat d'anxiété. Hein? Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste pour l'avenir? Je suis toujours optimiste parce que j'ai toujours confiance en l'être humain. Autrement, je ne serais pas là. Je suis une élue régionale. Je tiens à le préciser parce que je n'ai pas honte de le rappeler. Je suis élue communiste. Voilà, de la région Occitanie, en charge des solidarités. Et je suis donc toujours à l'écoute et toujours disponible pour pouvoir avancer sur un projet quelconque. S'il y avait un projet qui vous tiendrait vraiment, vraiment à cœur pour les 5 prochaines années, qu'est-ce que ce serait? Une société qui permette à tout et chacun de vivre son parcours de vie dans la dignité.
La dignité pour tous, on peut presque en faire un slogan peut-être. La dignité, l'égalité, vous savez, je pense, et c'est mon dernier mot, je pense à ces femmes qui donnent de leur vie pour que la liberté, l'égalité puissent être instaurées dans leur pays. Eh bien, on a du chemin encore à faire en France pour que cette égalité et ce que nous avons sur le fronton de nos communes soit une réalité, égalité, liberté. Et ici à Human Diversity, nous avons pour habitude de poser la question que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. Quel est pour vous ce presque rien? Pour l'inclusion, oui. Eh bien qu'on ne regarde pas l'autre comme un adversaire, une société où ensemble on pourrait eh bien, la construire pour un monde meilleur. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous vos projets, vos rêves, vos aspirations, toutes ces années de combat, et puis aussi pour votre optimisme que vous gardez malgré tout, malgré les difficultés. Merci et au plaisir de vous rencontrer à nouveau en Occitanie ou ailleurs. Merci, merci surtout à vous. J'avais quelques craintes, mais sincèrement, je vous remercie pour les questions et continuer à faire ce petit bout de chemin avec les autres qui nous permettent de réussir peut-être un avenir meilleur. Merci.